C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve en ces débuts de semaine dans le cadre de votre magazine CML chez vous. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Vous le savez, crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, Kinshasa continue de dénoncer l'agression rwandaise et appelle à des actions fermes. Vous le savez, après Bunagana, Sake, Minova et Goma, c'est la ville de Bukavu qui est aujourd'hui sous menace de rebelles M23 soutenus justement par l'armée rwandaise. Comment sortir finalement de cette crise? Messieurs, dames, nous allons réfléchir sur cette question en long et en large. En second lieu, critiquée par le régime présidentiel, la SENCO et les CC poursuivent leur projet sur la paix. La démarche des églises catholiques et protestantes reste finalement la seule voie vers la paix en République démocratique du Congo. Je l'ai dit, c'est sur ce plateau de CML chez vous que nous allons analyser ces deux grandes thématiques ce lundi. Pour ce faire, nous recevons pour vous Monsieur Eli Mundonga. Il est avec nous sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour Madame Tania. C'est toujours un plaisir pour moi de partager. Répondre à vos questions aussi pertinentes. Merci beaucoup, Monsieur Eli. Il est analyste d'abord, mais surtout patron de la chaîne Eco Télévision. Allez vous abonner. Il fait de très belles émissions également. Il présente une émission Choc d'idées, comme la dénomination le dit. Alors, c'est avec lui que nous allons réfléchir aujourd'hui. Monsieur Eli, je vais emprunter votre mot Choc d'idées. Aujourd'hui, on sera en Choc d'idées sur ces plateaux. Merci. Agression rwandaise dans la partie Est de la République. Votre lecture de façon générale, tout d'abord. Merci pour la petite minute pub d'abord, c'est très gratifiant. Et avant de commencer, j'ai une pensée pour tous les peuples congolais qui subissent cette guerre d'agression, ceux qui ont perdu la vie, parce qu'il faut savoir que cette marche de M23 sur les territoires congolais crée beaucoup de dégâts. Il y a des morts, il y a des pertes de vies humaines, mais il y a aussi des pillages, il y a beaucoup de dégâts matériels, l'économie dans ces parties-là est quasiment morte, et tout ça c'est la population qui va en souffrir. Alors moi j'ai beaucoup réfléchi sur cette crise qui dure depuis 30 ans, parce que j'essaie vraiment de comprendre, je me suis posé toutes les questions, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une crise depuis 30 ans? Et la seule réponse qui me vient, qui me semble cohérente, je peux me tromper, c'est que la première responsabilité, elle est la nôtre. J'ai envie de parler vraiment en ces termes-là. La nôtre, vous parlez de l'État, nous, l'État, le Congolais. Nous, le Congolais, nous, le peuple congolais. La première responsabilité est la nôtre, évidemment. Les autres ont leur responsabilité, mais j'ai envie de parler à ce peuple-là aujourd'hui. Expliquez-vous. Pour leur dire que tout ce que nous subissons comme guerre aujourd'hui, c'est exclusivement par notre manque de sérieux. C'est parce que nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas la volonté surtout de vouloir construire un État, de vouloir construire une nation qui fonctionne, que les autres ont des prétentions expansionnistes et profitent de notre faiblesse pour exister. Parce qu'il faut savoir, c'est plus un secret de polichinelle que c'est le Rwanda derrière le M23, mais il faut savoir qu'au-delà de toutes les accusations, le Rwanda a réellement, factuellement besoin de la RDC pour vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Rwanda c'est un petit pays sans profondeur géostratégique, et que la seule façon, le seul moyen pour lui de vivre, c'est la déstabilisation, c'est la désorganisation au niveau de la République démocratique du Congo. Et vous allez comprendre, quand vous étudiez un peu l'évolution du Rwanda, vous allez comprendre que tout ce que fait le Rwanda, tout ce qui permet le Rwanda de vivre, c'est les narratifs de dire tout ce que vous voulez avoir en RDC, venez l'avoir par chez moi, parce que moi j'ai une administration sérieuse, j'ai un État qui fonctionne, mais regardez là-bas, c'est les désordres, regardez là-bas, c'est l'insécurité, regardez là-bas, c'est ceci, c'est cela. Alors quand est-ce que la RDC ou le peuple congolais est devenu responsable de cette situation? Depuis le début. Depuis, je pourrais dire, depuis les indépendances, on n'a toujours pas démontré à la face du monde une compétence de gérer. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire qui n'a pas été fait? On aurait dû créer un État qui fonctionne. On aurait dû mettre en place les institutions continues. Comment on s'explique qu'après l'indépendance, on a déjà connu à peu près, je veux dire, 2 vagues de coups d'État, à peu près 3 vagues de déstabilisation des institutions? Comment on s'explique
Parce que les gens vont dire, je fais un peu du coq à l'âne, mais pas du tout. Le cœur de la question, c'est notre incapacité à nous organiser. En 60 années, nous tergiversons encore, alors qu'un pays comme le Rwanda, je ne dis pas que c'est un extraordinaire pays, mais il a construit depuis 1994 un État qui fonctionne, une administration publique qui fonctionne, une armée disciplinée, équipée, et puis il attire tous les contrats que la République démocratique du Congo Donc ils ont su s'organiser en tant qu'État. Évidemment, ils ont su s'organiser en tant qu'État. Aujourd'hui, ils raffinent les matières premières qui sont produites chez nous, et toute la multinationale va acheter chez eux. Tous les investisseurs que nous, on devrait avoir, vont chez eux. Vous comprenez? Moi, je ne veux plus être dans un discours victimaire pour dire, non, ils ont la volonté de puissance, c'est un État. C'est tout à fait légitime pour un État d'avoir la volonté de puissance. Ce n'est pas eux mon sujet. Mon sujet, c'est nous, notre volonté de puissance, elle est où? Jusqu'à quand on va rester dans cette forme de tâtonnement d'organisation politique qui fait que, voilà, les autres profitent de nous. Et aujourd'hui, on se plaint du Rwanda. Le Rwanda peut disparaître demain. Mais les cas d'école que le Rwanda laisse, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, si vous contribuez à la déstabilisation de la RDC et que vous vous organisez, vous aurez tous les contrats que la RDC devrait avoir. Et si ce n'est pas le Rwanda demain, ça va être soit l'Ouganda, ça va être soit l'Angola, ça va être soit l'Afrique du Sud. Tous les voisins ont compris que tant que la République démocratique du Congo est faible, est désorganisée, vit dans un désordre, ça fait les affaires de tout le monde. C'est ça d'abord la première des raisons, à mon avis, avant qu'on aille sur des complots autour du commerce minier, sur des complots autour d'une volonté de balkanisation, qui à mon avis reste des théories auxquelles je ne crois plus trop en ce moment. Alors, on va dire, ce tâtonnement politique, est-ce que cela est né ou existe par le simple fait que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont censés organiser cet État, ont d'autres objectifs, notamment leurs intérêts d'abord, c'est remplir les poches, et la question de l'État est traitée après? Oui, mais ça c'est secondaire. J'avoue que la question est difficile. Alors c'est une question de compétence. Si celle-là est secondaire, donc c'est la compétence qui pose problème depuis des années. C'est une question, à mon avis, c'est une question d'identité. C'est une question de nation. Ça veut dire que depuis l'indépendance, on n'a pas formé une élite qui devrait comprendre les enjeux, qui sont ceux de la RDC. On n'a pas formé une élite qui doit comprendre le rôle national, régional et international de la RDC. On n'a pas formé une élite qui a dans son imaginaire la conscience que la République démocratique du Congo est née dans des circonstances particulières. En 1885, nous étions un État indépendant du Congo. On n'était pas une colonie. On était un État indépendant du Congo. On est devenu une colonie en 1908. Et on avait, quand vous lisez l'acte de Berlin, il y a des objectifs spécifiques assignés à cet État indépendant du Congo, à qui on a confié ensuite la gestion à Léopold II. Donc on n'a pas eu un service public, surtout en termes d'éducation, après l'indépendance, qui forme le Congolais dans le sens d'hériter d'un État puissant, dans le sens d'hériter d'une organisation étatique qui n'a un seul objectif que la puissance. Et vous allez vous rendre compte, il n'y a qu'à regarder l'histoire politique. Dès 61, nous sommes tombés dans de guéguerres qui n'avaient aucun sens, tout simplement par la manipulation des États étrangers qui avaient des intérêts chez nous. Je parle bien des crises de sécession, dans lesquelles on peut voir très bien le visage de la Belgique derrière. Vous comprenez? Oui. Avec un coup d'État qui arrive en 65. Mais en 65, Mobutu reste parce que bon, nous sommes dans un contexte de la guerre froide. Il sert les intérêts des autres. Il ne construit pas un État. Il ne construit pas des institutions qui fonctionnent, qui existent. Il ne construit pas de la continuité de l'État. Et après va arriver les événements de 90 qui nous plongent vers les négociations de 2002. Joseph Kabila qui arrive, à mon avis, ça n'engage que moi, c'est vraiment une opinion personnelle, le seul qui essaye de laisser en place un État.
Il a essayé. Oui, il a essayé. Il n'a pas laissé un État organisé, mais non, il a essayé. S'il avait laissé un État organisé, on n'en serait pas là aujourd'hui avec une rébellion qui n'arrête pas de prendre des villes importantes. C'est-à-dire qu'il a essayé, mais il a fait sa part. Hein. Il n'avait pas... moi, je ne donne pas la prétention de tout faire. Il fallait une continuité. Effectivement, il fallait une continuité parce que quand il arrive en 2006, il s'est bat pour avoir les élections. On peut en dire ce qu'on veut, mais ça met en place des institutions qui fonctionnent. Aujourd'hui, c'est lui qui était arrivé, le président Félix a quand même trouvé les institutions qui fonctionnent. Il fallait mettre beaucoup de sérieux pour qu'on continue dans cet élan-là. Si on se donne un élan avec des institutions qui fonctionnent correctement, avec la lutte contre la corruption et tout ça, pendant 30-40 ans, on va se retrouver avec un État qui fonctionne. Et vous allez voir que la calmie va rentrer. Vous allez voir qu'on va avoir des partenaires sérieux qui vont venir. Parce que moi, j'ai fait un exercice. J'ai vu beaucoup de chancelleries présentes à Kinshasa. Il n'y a aucune chancellerie qui a une bonne image de la République démocratique du Congo. Toutes les notes techniques font état d'un désordre. Et les gens qui veulent investir, quand ils sont sérieux, ils regardent ces informations-là. Ils savent qu'on ne peut pas venir investir au Congo. Si on n'est pas un mafieux, on ne peut pas venir parce qu'il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas d'administration publique, il n'y a pas de service public, il y a la corruption et tout ça. Mais ce qui est ici, les gens en ont besoin. Ce qui fait que ça crée une opportunité pour un pays comme le Rwanda qui vit d'un seul narratif. Je suis sérieux. Si vous voulez ce qu'il y a en RDC, venez, moi je vais vous l'offrir parce que là-bas, c'est du désordre. C'est la raison de la guerre. C'est la raison pour laquelle Kagame est prêt à faire n'importe quoi, à dépêcher les hommes en République démocratique du Congo, parce que son objectif, c'est garder la République démocratique du Congo dans un état d'ingouvernabilité. C'est grâce à ça qu'il vit. Aujourd'hui, Kagame reçoit de l'aide de partout parce que il vit justement de la déstabilisation du Congo. On l'aide à se développer parce qu'on sait que le sérieux qu'il met profite à la multinationale internationale. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est le plus grand donateur au Rwanda, chose qu'on ne pouvait pas croire. On peut se dire, oui, les Occidentaux ont toujours été contre nous. Mais la Chine alors? Est-ce que la Chine a toujours été contre nous? Mais allez voir les statistiques. Allez voir les statistiques. 80% de matière que produit que raffine et produit le Rwanda, on va le dire comme ça, même si ça fait mal, va en Chine. Alors finalement, le problème aujourd'hui en RDC n'est pas que sécuritaire, mais politique aussi, on va dire, interne. Bien sûr. La sécurité est une conséquence d'un problème bien plus profond. Un problème de leadership, si je dois parler comme l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Un problème de leadership qu'on a toujours eu. Ça fait 3 générations aujourd'hui qu'on a ce problème de leadership. Et tant qu'on ne résout pas ce problème de leadership, ben moi je vous le dis, un prophète de malheur, la crise sécuritaire ne finira pas. Et encore pire, c'est qu'aujourd'hui c'est en train de prendre des grandes enjambées parce que tout le monde a compris. On va peut-être y revenir sur la situation proprement sécuritaire en République démocratique du Congo, mais aujourd'hui on a combien d'armées en République démocratique du Congo? On a l'armée rwandaise, on a l'armée ougandaise, on a l'armée burundaise, on a l'armée sud-africaine. On a toutes les armées de la sous-région. Vous croyez qu'ils sont là que pour des raisons de paix? Je vais vous dire, 80% de matières premières qui sont produites au sud, au niveau de Katanga, par les Chinois, vont en Tanzanie, ensuite en Afrique du Sud, pour aller vers la Belgique et ailleurs. Ça veut dire, sans peut-être des bonnes conditions de traçabilité. Aujourd'hui, j'entends les gens dire, oui, l'Afrique du Sud a envoyé les contingents, ça va faire la guerre, nanana. Mais qui vous dit que c'est un partenaire suffisamment fiable? Qui vous dit ça? Qui vous dit que le Congo n'est pas devenu une surface d'intérêt de tout le monde? C'est ça le danger. Les gens voient Nanga, oui, c'est vrai que Nanga est une inquiétude directe. Mais il n'y a pas que Nanga. Le problème est très profond. Le problème, il est très profond. Demain, on peut arriver à déstabiliser le Rwanda et à lui arracher ces rôles-là. Mais le lendemain, ça sera un autre État. Comment se protéger des autres États? Effectivement, ça sera un autre État. C'est comme ça que la dernière fois sur votre plateau, j'avais développé une théorie où j'avais quasiment annoncé ce qui se passe aujourd'hui, où j'expliquais justement que tout est fait de sorte à ce que à chaque fois qu'une nouvelle génération politique arrive, on lui soumet une crise.
J'ai pris l'exemple de 65, j'ai pris l'exemple de 97, et aujourd'hui, on est dans le même cas de figure. Ça veut dire que les nouveaux politiciens qui vont arriver, ils vont trouver sur leur table une crise sécuritaire qui dure depuis 30 ans. Ils ne sont pas préparés à ça, ils ne connaissent pas leur dossier, ils ne sont pas très informés. On sait pas, on vit dans une forme de propagande. Oui, c'est un complot international, c'est la balkanisation. Depuis qu'on crée la balkanisation, ça fait 30 ans. Rien n'est balkanisé. Donc, personne ne comprend réellement ce qui se trame derrière. Et c'est des politiciens qui vont venir dans les institutions qui ne seront pas stables, ils vont prendre des décisions qui ne seront pas les bonnes, ils vont faire les mêmes erreurs que le passé. Et 30 ans après, je vais revenir sur votre plateau pour dire la même chose. Peut-être que ça ne sera plus le Rwanda qui va nous attaquer, ça sera peut-être l'Ouganda, ça sera peut-être la Tanzanie, ça sera peut-être un autre État, le Cameroun, que savons-nous. Donc finalement, la RDC à l'heure actuelle doit consentir des efforts pour s'y prendre en charge elle-même sans compter sur un pays partenaire ou un partenaire quelconque, que ce soit ici dans la sous-région ou au niveau international. Mais pendant ce qui a crise, vous avez parlé justement de l'élite, de la classe politique. Est-ce le moment de penser à changer la classe politique là maintenant ? Il n'y a même pas question de penser parce que la classe politique, elle est en train de changer. Je vous expliquais l'autre fois. Elle est en train de changer. On est en train d'aller vers une classe politique beaucoup plus intelligente et préparée, vous pensez? Non. Je suis désolé, mais beaucoup plus intelligente, non. Préparée, non. Parce que ceux qui étaient là n'ont pas investi dans l'éducation. Vous allez en convenir avec moi que vous prenez la génération de Martin Fayulu, vous prenez la génération, j'aime bien citer mon ami Nathaniel Nokomba, on va se dire, ceux de Martin Fayulu avaient une meilleure instruction que ceux d'aujourd'hui. Ceux des années 90, des gens à la trempe de Délice et Sanga et les autres, ont bien étudié que nous autres, qui avons fait une UPN, où on doit réussir parce qu'on paye, où on a été enseigné par des professeurs qui ne sont plus actualisés, qui n'écrivent plus, qui ne publient plus. On va convenir qu'eux, ils ont étudié très bien. Mais si eux, ils ont échoué, qu'attendre de la génération qui arrive? Moi, je veux bien croire à un miracle parce que je ne suis pas fataliste. Il y a des exceptions, évidemment. Il y a des exceptions. Et moi, j'appellerai à la conscience de ces exceptions-là. Pendant 30 ans, on n'a pas investi dans l'éducation, malheureusement. Pendant 30 ans, on n'a pas investi dans l'instruction. Quel est le domaine des compétences où on a produit des Congolais dignes? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, quand on prend beaucoup de pays voisins ici, on fait une comparaison au niveau d'instruction, au niveau de l'éducation. Il n'y a pas photo. Vous prenez un Congolais et un Sud-Africain, il n'y a pas photo. Vous prenez un Congolais et un Tanzanien, il n'y a pas photo. Les autres se forment sur les enjeux à venir. Nous, on a encore des problèmes de légitimité politique. On a encore des problèmes de dysfonctionnement de gouvernement. On a encore des problèmes de calculs politiques tels qu'on va passer 6 mois pour nommer un simple gouvernement qui est une institution qui travaille quotidiennement. On a des problèmes de corruption, c'est de l'administration publique. On a beaucoup trop de problèmes. Des problèmes et moi, j'ai peur. De jeunes qui rejoignent des partis politiques espérant avoir un avenir meilleur Effectivement. par le canal d'un parti plutôt que d'étudier. Effectivement, on a un problème de compétences, on a un problème de travail, on a un problème... Ça veut dire que espérer que d'ici 30 ans, on va avoir un Congo debout, tout ça... Mais finalement, cette crise, elle n'est pas prête de passer. Non, elle n'est pas prête à passer. Elle n'est absolument pas prête à passer. C'est comme ça que comment s'y préparer alors pour les prochaines années? Il y a la possibilité. Pour se préparer, il faut que la nouvelle élite qui arrive soit sacrifiée. Dans le sens de comprendre qu'elle ne va pas faire grand-chose, mais elle peut préparer une nouvelle élite qui, elle, va venir résoudre les problèmes dans le fond. Et cette élite-là ne peut être préparée que par l'éducation. Il faut éduquer les Congolais. Il faut mettre en place un État structuré qui fonctionne, ça veut dire l'armée qui fonctionne, les institutions politiques qui fonctionnent, une puissance publique qui fonctionne, l'école qui fonctionne. Est-ce que le régime actuel a donné cela aux Congolais? Absolument pas. On ne va pas se mentir, le régime n'a pas donné ça. Donc ceux qui seraient en train de demander qu'il y ait des missions, vous pensez qu'ils ont raison de le dire là maintenant? Non, ils n'ont pas raison de le dire. Pas parce que le régime est bien, non, mais parce qu'on est dans une circonstance telle que si le président de la République démissionne, on laisse là libre champ à une sortie de l'ordre constitutionnel. Un vide. Évidemment. Et à chaque fois qu'on sort, non pas un vide, parce que la Constitution dit que le président du Sénat va prendre les pouvoirs pour une mission
Très déterminé. Oui, mais donc, on est dans un contexte de guerre. Mm. Qui vous dit que ceux qui ont pris les armes vont accepter de dialoguer avec un président décédé. Vous comprenez? On est dans un contexte de guerre. Moi, je pense que si demain, les présidents démissionnent, le lendemain, quand on va forcément se proclamer président de la République. Et là, on sort de l'ordre constitutionnel. Dès qu'on sort de l'ordre constitutionnel, c'est un recul institutionnel. Donc, on va aller dans un schéma des 1+4. Ça va peut-être être bien, mais c'est un recul institutionnel. Mais aujourd'hui, les questions du dialogue divisent encore la classe politique congolaise et les rebelles également. Mais comment finalement résoudre la crise, le conflit? Parce qu'on est arrivé... Le président ne va pas démissionner, le président va rester là, il n'y aura pas de dialogue. Oui. Comment on va trouver la solution? En fait, on est arrivé un peu comme devant un cul-de-sac. C'est-à-dire, on a mis le Congolais dans une situation délicate où on nous dit deux chemins. Dialoguer ou faire la guerre. Mais dans tous les deux cas, les deux chemins ne sont pas la solution. Le moment, c'est pas de faire la guerre. On n'a pas l'organisation suffisante pour faire la guerre. Vous avez vu comment est-ce que les villes sont prises. Notre armée n'est pas suffisamment structurée pour aller en guerre en ce moment. Est-ce que c'est ce qui explique la rapidité avec laquelle ces rebelles sont en train d'avancer? Bien sûr. La rapidité de l'avancée des M23 s'explique par la faiblesse de notre organisation, à la fois militaire et politique. À la fois militaire et politique. C'est comme ça que j'ai commencé mon propos en disant que la seule raison de cette guerre, c'est notre incapacité à mettre en place un État qui fonctionne. Dès lors qu'on mettra un État qui fonctionne, vous allez vous rendre compte que les autres n'auront plus d'arguments à vendre à tous les partenaires qui les soutiennent. Parce que si on a un État qui fonctionne, on va coopérer correctement avec l'Union européenne, on va coopérer correctement avec la Chine, avec la Russie, avec tout le monde. Parce qu'en Afrique, de toute façon... Avec les Congolais eux-mêmes aussi, d'abord, on va éviter les frustrations. En effet, parce que de toute façon, en Afrique, les partenariats sont toujours diversifiés. Toujours diversifiés. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas arriver, ne savent pas venir au Congo au nom du fait qu'il y a une désorganisation très structurée qui promeut la corruption, qui promeut toutes les antivaleurs qui font que les entreprises, les investissements ne peuvent pas prospérer dans un espace comme celui-ci, comme le nôtre. Donc la première raison, je ne dis pas que c'est la seule, il y en a d'autres, mais la première raison de la guerre que nous subissons depuis 30 ans, c'est le manque de leadership sérieux. C'est le manque d'organisation sérieuse. C'est l'absence de l'État fonctionnel et continu que nous vivons depuis, pour ne pas être fataliste, depuis les années 90. Depuis les années 90, nous vivons ça. Et vous allez vous rendre compte que quand on a eu quand même une forme d'accalmie et de fonctionnement de l'État, les partenaires étaient arrivés. La Chine est arrivée dans des conditions où on a été capable de s'asseoir, de négocier avec des institutions correctes. Quoique, les fonctionnements de ces institutions-là posent problème parce que c'est encore autour des humeurs, c'est encore autour des visages des gens. Donc, il faut que nous mettons les sérieux. La seule chose qui va nous sortir de ces conflits qui, à mon avis, a une tendance centenaire, c'est le sérieux des Congolais à mettre en place un État qui fonctionne. Un État qui lutte contre la corruption, un État qui forme ses enfants, un État qui sait se défendre, un État qui sait aller négocier des partenariats pour financer son émergence et son développement. Sans cela, on peut bien combattre le Rwanda. Demain, on peut avoir des sanctions. Donc les autorités aujourd'hui doivent réfléchir sur des solutions à long terme. En effet. Et non calmer la situation pour un moment. Il faut bien calmer la situation. Il faut bien calmer la situation. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Il faut commencer par calmer la situation. Bien sûr, parce qu'on sait pas faire du long terme sans les calmes. Il faut bien calmer la situation, mais il faut avoir en conscience que ça sera une période transitoire. Tout ce que je vous le dis, retenez ça aujourd'hui, Madame Tania. Tout ce qui va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est la transition. C'est une période transitoire, essentiellement. Ce n'est pas une période où l'État, on va faire de l'État. Non. Ça sera transitoire. Surtout, pire, si on sort de l'ordre constitutionnel, ça veut dire on va rentrer dans un cas de figure, dans une organisation politique qui va encore bénéficier aux individus, aux partis politiques.
Parce qu'ils seront dans un calcul d'être au pouvoir pour préparer les prochaines élections. Y a-t-il moyen de l'éviter aujourd'hui? Il y a moyen de l'éviter. Il y a moyen de l'éviter. Le régime peut éviter. Moi, je dis, il y a moyen d'éviter le dialogue. Parce que moi, j'ai très très peur du dialogue. Je vais vous dire sincèrement, je veux la paix, mais j'ai très très peur du dialogue. Pourquoi? Parce que ça ne vous arrange pas le fait qu'il y aura la partie des rebelles? Parce que le dialogue, sur la table? Aller au dialogue, c'est revivre 1997, c'est revivre Sun City. Et donc, moi, je préviens ça. Oui, je préviens ça. Je parlais des Sun City sur votre plateau ici. Je préviens ça depuis très très longtemps. Malheureusement, personne n'écoute. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société où même l'élite n'écoute plus quand les gens réfléchissent. C'est le problème. Même l'élite n'écoute pas quand on tire la sonnette à l'alarme. Tout le monde écoute ce qui est superficiel. C'est très bizarre. Et on est là à s'étonner que la guerre nous arrive. Mais c'est pratiquement la même crise. Comment passer outre? Oui, mais c'est ce que je dis. On est là à être étonné que la guerre nous arrive. On est là à chercher des boucs émissaires très loin. Ah oui, on subit une guerre des complots internationaux contre nous. C'est la balkanisation. Non. On oublie que dans la sous-région, il y a énormément c'est des États. Quand les États existent, c'est-à-dire qu'il y a besoin, il y a des intérêts, des bien puissances, sûr, ces désirs de puissance, ces besoins d'expansion, d'avoir des hégémonies, de s'étendre. Tous les États fonctionnent comme ça. Avant qu'on en arrive à ces complots au niveau européen et tout ça, mais il faut voir d'abord les intérêts des États qui profitent de notre déstabilisation. Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord voir, à commencer par le niveau international, parce que c'est eux qui prêtent main forte aux pays voisins qui entourent le pays. Ils prêtent main forte en faisant quoi exactement? S'il faut parler de l'armement, des équipements. Quel équipement? Le Rwanda achète son équipement comme tous les États. S'ils sont des clients rassurants qui, justement, sont là à payer tout le minerai volé par le Rwanda. Donc c'est eux d'abord le problème. Il faut commencer d'abord trouver la solution en les écartant pour finalement gérer les alentours. Quand vous avez un pays comme le Rwanda, d'ailleurs qu'on a permis de raffiner notre or à un certain moment, qui a construit des raffineries pour raffiner des matières... Partenariat économique. Voilà, des matières qu'il n'a pas, et qu'il montre aux autres que, écoutez, moi je peux vous offrir un marché sérieux, tout ce qui est le plus sérieux. Il n'y a pas de corruption, tout est fait dans le... Dites-moi au nom de quoi un État sérieux ne va pas venir acheter au Rwanda pour aller prendre tous les risques avec les désordres en République démocratique du Congo. Non, mais on leur demande de venir en bonne et due forme. Oui, mais on n'est pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Il y a trop de corruption. Il y a trop... La puissance publique ne fonctionne pas. Vous pensez vraiment que ces gens-là ne viennent pas? Ils viennent. On a des entreprises qui produisent ici. Mais il faut aller voir. Parce que les gens ne cherchent plus. On s'arrête à dire, ah oui, ils achètent nos minerais, c'est eux derrière, tout ça. Mais il faut aller... Combien de fois, par exemple en 2023, l'Union européenne avait proposé à la République démocratique du Congo un contrat pour organiser les secteurs miniers de sorte à avoir plus de traçabilité. Nous n'avons pas donné suite à ça. C'est pour ça les Rwandais est venu sur le même contrat. Et ils sont allés chez le Rwanda. Aujourd'hui, on le dénonce. Moi, je suis très content qu'on a annulé, qu'on a suspendu ces contrats-là de traçabilité et de renforcement sur la chaîne des matières premières et tout ça. Mais ça avait commencé chez nous. Nous, on n'avait pas donné suite. Pourquoi? Parce qu'il existe des individus qui ne veulent pas qu'on fasse de la traçabilité dans les secteurs miniers au nom du fait qu'eux vivent de ça. Oui, craignant de perdre leurs propres intérêts. Bah alors, dès qu'on reproche les autres États qui sont sérieux de vouloir venir, je ne dis pas que c'est normal. Je ne dis pas que les droits internationaux ne fonctionnent pas comme ça, je suis d'accord. Je dis qu'il faut avoir des sanctions sur le Rwanda. Mais j'explique que si, au-delà des sanctions, au-delà de tout ça, nous n'arrivons pas à nous organiser, écoutez, on va sanctionner le Rwanda aujourd'hui. Demain, ça sera un autre État qui va faire la même chose. On va le sanctionner et nous serons dans un un éternel conflit qui fera que, voilà, on ne profitera jamais de notre pays. Aujourd'hui, la question est à un appel à la responsabilité de l'élite congolaise. Je vous le disais l'autre fois qu'il faut, à mon avis, une forme de réunification de la jeunesse
qui doit poser un bon diagnostic et qui doit avoir une vision politique nette et claire. Dans le long terme, dans le court et moyen terme, c'est difficile. Le problème, c'est que la génération qui arrive arrive avec une certaine arrogance et orgueil à penser que nous, on va prendre le pouvoir, on va résoudre les choses. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont d'accord avec les dialogues, mais parce qu'ils voient les opportunités à venir. Mais dites-moi... non pour résoudre la crise. On va résoudre la crise avec quelles compétences? Vous recevez beaucoup de gens ici. Est-ce que vous avez l'impression que les gens comprennent réellement dans quoi nous sommes? Est-ce que vous avez l'impression que nous comprenons les enjeux? Regardez, moi j'ai beaucoup suivi nos interventions au niveau international. Regardez les déploiements diplomatiques de notre appareil diplomatique. Pourquoi on n'a pas de sanctions? Pourquoi on n'a pas de sanctions? Moi, je pose vraiment la question à tous les spécialistes. Qu'on me dise quel est l'argument du droit international qui fait qu'on ne sanctionne pas le Rwanda. Parce que moi, j'ai ma petite idée. J'ai comme l'impression que les États ne veulent pas rompre tous les intérêts qu'ils ont avec le Rwanda au nom du fait que nous ne sommes pas sérieux. Au seul nom du fait que nous ne sommes pas sérieux. Voilà. Nous ne sommes pas sérieux, c'est le Rwanda qui le serait. Donc voilà pourquoi il faudra encore protéger ses intérêts. Oui, parce que les États ont des intérêts là-bas. Et l'Union africaine également est sur cette voie-là, parce que on la voit nullement condamner directement le Rwanda. Les AC non plus. Seul, on a l'impression que c'est la SADC qui essaie de pointer du doigt au Rwanda, mais avec l'Union africaine, c'est pas du tout le cas. On dirait qu'il s'est sent coincé, il ne sait pas comment s'est positionné ou s'est retourné. Tous les États du monde, même ceux qui sont contre l'Occident, c'est-à-dire les États des BRICS, tout le monde, personne n'a trouvé des sanctions contre le Rwanda. C'est quand même bizarre. Hein? Ça veut dire qu'on vit un moment où la RDC n'a aucun partenaire. Le ministre des Affaires étrangères, la première ministre Judith. On a tout fait. Les présidents lui-même, il a fait des voyages. Personne ne fait confiance à la République démocratique du Congo. Personne. Vous avez suivi l'actualité. On a obtenu des conseils de sécurité extraordinaires et compagnie. Aucun État, même la Chine, même la Russie, oui, même la Chine, même la Russie, personne n'a proposé des sanctions. Que le dialogue. Que le dialogue. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le Rwanda a raison. Ça veut tout simplement dire, les messages qu'on veut nous envoyer, c'est que, écoutez, on ne peut pas vous faire confiance dans cet état-là. On ne peut pas vous faire confiance avec une telle organisation. Vous comprenez? On ne peut pas. On ne peut pas prendre les paris sur vous. Parce que vous n'avez pas les sérieux nécessaires qui fait que les États traitent avec vous. On condamne, évidemment, ce qui se passe est horrible. On le condamne. Tout le monde demande le retrait des troupes. Mais personne ne veut prendre les paris des sanctions. Personne ne veut prendre les paris des sanctions. Donc, à l'heure actuelle, monsieur... je veux dire Elie Mondonga, on va dire que et la diplomatie africaine et la diplomatie européenne internationale, rien ne donnera des solutions concrètes, palpables. Personne ne posera des actions concrètes à l'égard du Rwanda. Je crois que oui. Je crois que personne ne va prendre ces paris-là. Hier, je suivais les présidents Brazzavillois, où on lui a posé la question pourquoi les sanctions, et il dit clairement les sanctions n'ont toujours pas été la voie de résolution de conflit. Il faut des pourparlers. Je pense à ce stade que nous sommes complètement isolés et la démarche qui doit être la nôtre, c'est de chercher à comprendre de quoi elle est non, cet isolement et voir terrible. Que le médiateur angolais passe carrément la main, ça c'est un signal fort. Oui, c'est un signal fort. Ça peut être vu dans deux sens. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. Parce que dès qu'il se désolidarise, on peut faire de lui un allié militaire, par exemple. C'est quelqu'un... Aujourd'hui, l'Angola peut prendre parti pour nous. Parce qu'il n'est plus un médiateur. Mais encore une fois, j'ai dit, est-ce qu'il existe un État qui est prêt à prendre les paris avec nous quand on n'est pas sérieux? C'est ça la président burundais, il a rappelé ses forces... il a rappelé les forces burundaises. Et là, on ne compte plus que le soldat sud-africain. Sud-africains qui sont à Lubumbashi. Et comme je dis, l'Afrique du Sud a perdu des hommes sur place. Vous avez vu ce qui s'est passé un peu au niveau de sa politique interne. Donc, mais même militairement, ils sont en train de s'isoler. Oui, ils sont revenus en force. C'est un État des BRICS. Mais encore une fois, moi je le dis, si nous avions des partenaires, on aurait eu des alliés qui
aurait soutenu la démarche de sanctions. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si on arrive à obtenir des sanctions contre le Rwanda, les rebelles vont se retirer. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas un État sérieux. Personne ne veut prendre les paris avec nous. C'est ça la question. Avant qu'on accuse les autres, il faut qu'on se regarde nous. On a passé 30 ans à tout faire sauf à créer un État qui fonctionne. Et quand vous n'arrivez pas à créer un État qui fonctionne, vous n'avez pas les institutions correctes, il n'y a aucun État sérieux qui va faire des partenariats avec vous. Vous vous rendez compte? On a un contrat chinois, on a un contrat minier avec la Chine, mais la Chine n'arrive pas, on n'arrive même pas à convaincre la Chine, qui est à la base de 80% de notre production minière, de voter pour les sanctions. Donc, à un moment donné, ce n'est pas une question d'amour. Ce n'est pas une question de complot. Ce n'est pas qu'on aime ou on n'aime pas le Rwanda ou on aime ou on n'aime pas le Congo. C'est une question de pratique politique. C'est une question de sérieux politique. Et nous en manquons. C'est ça notre problème. On n'a pas su aujourd'hui mettre en place un État qui fonctionne, M. Elie. Aujourd'hui, le président de la République aujourd'hui a-t-il raison de pointer du doigt aussi à ses prédécesseurs, en quelque sorte, ceux qui l'ont précédé justement, qui n'ont pas su le faire? Mais la responsabilité, elle est collective. Sauf que dans la responsabilité collective, il y a des responsabilités individuelles. Le président de la République actuelle, il a la responsabilité lui aussi de sa mauvaise gestion. Il faut à un moment donné qu'on se dise des choses. Le président de la République n'a pas géré correctement les choses comme il se devait. Mais il n'est pas le seul. Ça fait 60 ans, 65 ans que le Congo existe. Et nous sommes dans la même répétition historique. On vit exactement les mêmes choses chaque 30 ans après. Ce que nous vivons aujourd'hui, si vous réveillez quelqu'un comme Lumumba, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour lui expliquer parce qu'il va comprendre. C'est les mêmes événements qu'il a vécu en 61. Si vous réveillez Mobutu aujourd'hui, il va totalement comprendre ce qui se passe parce que c'est les mêmes événements qu'il a vécu en 90. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre État n'avance pas. Ça veut dire que nous n'avançons pas comme nation. Ça veut dire qu'on fait du surplace. Vous comprenez? Et quand on fait du surplace, ça veut dire qu'on a du mal à exister. C'est pour ça, parce que le premier caractère d'un être vivant, c'est le mouvement, c'est l'évolution. Le seul être qui n'évolue pas, c'est un être non vivant. Donc, quand nous avons des événements politiques qui sont aussi fixes, ça veut dire que nous avons un État non vivant, nous avons un État failli. Et moi j'ai été un peu comme tout le monde dans cette propagande qui relève très peu de faits, en disant oui, la République démocratique du Congo vit un complot international, oui, nous sommes les mal-aimés du monde, oui, j'ai été dans tout ça. Mais à approfondir la réflexion, je me suis rendu compte en fait que ce n'est pas vraiment le cas. C'est juste que les États fonctionnent sur base des agendas, les États fonctionnent sur base des intérêts, et nous n'avons pas une organisation politique sérieuse pour offrir des partenariats sérieux, ce qui fait que personne ne peut prendre les paris sur nous. Moi, ça m'a surpris que même la Chine recommande les dialogues. Et même alors que c'est l'un de nos partenaires privilégiés en matière de mines, par exemple. La population a donc raison de demander qu'il y ait départ de la MONUSCO une fois de plus aujourd'hui, de la SAMI d'IRC sur le sol congolais finalement. Mais c'est ça le problème du Congolais. Parce qu'ils sont là en agent c'est ça le problème du Congolais que nous sommes. Nous responsabilisons tout le monde sauf nous-mêmes. Madame Tania, à un moment donné, regardons-nous, disons-nous, en 60 ans, on a produit quel type d'État? En 60 ans, qu'est-ce qu'on a fait? En 60 ans, on a quelle institution? En 60 ans, on a quelle puissance publique? C'est ça d'abord. Avant de commencer à dire, oui, la MONUSCO ne fait pas grand-chose. Puis vous voulez que la MONUSCO fasse quoi? Dans un pays où le commandement militaire est désordonné, dans un pays où on va acheter des munitions qui ne correspondent pas aux armes, dans un pays où... dans un pays où on apprend des scandales comme ça, en termes de détournement, dans un domaine militaire. Dans un pays où on confie des contrats d'achat des munitions à des gens qui n'en ont aucune compétence. C'est là le problème, l'infiltration de l'armée. Il fallait commencer par résoudre des problèmes trouvés. Oui, mais les infiltrations de l'armée, c'est un moyen. Pourquoi est-ce que le Rwanda infiltre notre armée? Pour nous garder dans un état d'ingouvernabilité. Et moi, j'ai envie de dire, désolé de choquer beaucoup, j'ai envie de dire, c'est légitime. Je suis président de la République démocratique du Congo, je construis un État puissant, je veille à ce que les autres
ne m'arrive pas à la cheville. C'est comme ça. Vous pensez que les États-Unis, demain, vont aller aider la Chine ou vont aller aider l'Europe pour que celle-ci devienne aussi puissante que lui, que eux? Et non, le galet ils vont ou pas encore... le faire. Ils vont pas le faire. Les États fonctionnent comme ça. C'est la théorie de l'hégémonie. Les problèmes, c'est notre responsabilité à nous, notre capacité à comprendre que, tiens, si on ne s'organise pas, on aura toujours des petits États sans aucune profondeur stratégique comme le Rwanda, qui viendra vivre derrière notre dos, qui viendra chercher ce que nous, on ne sait pas faire. Aujourd'hui, le Rwanda forme une main-d'œuvre de qualité en fonction de ce qu'il peut avoir dans le Congo. Kagame peut passer, hein. Kagame va passer, mais c'est toute une idéologie qui reste aujourd'hui. Moi, je ne crois pas à la théorie de balkanisation. Je pense pas. Mais est-ce que vous pensez que les Congos aujourd'hui, enfin les Congolais sont en train de se préparer à cette évidence? Pas du tout. Ou ils sont encore ailleurs? Je me rends pas compte. Regardez notre attitude pendant la guerre. Je me rends pas compte. On est, moi je le dis avec beaucoup de regret, mais on n'a aucune conscience de l'État. Aucune conscience de l'État. Mais ça, c'est le résultat de 60 ans de tâtonnement. Aucune conscience de l'État. Regardez, le président a annoncé qu'il y aura les efforts de guerre. On va réduire les trains de vie de ceci. Vous avez vu un communiqué du Parlement ou du gouvernement réduisant les émoluments ou les salaires ou les privilèges ou tout. Vous avez vu? Non. Mais c'est sur les fonctionnaires qu'on a tapé. Ah, plus de mécanisation, plus de lignes, on ne veut plus que l'État soit budgétivore. Mais le train de vie, c'est d'abord réduire au niveau des institutions. Oui. Rien n'est fait. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que nous vivons dans un pays en guerre? Non, qu'on se le dise, vous avez vraiment l'impression qu'on vit dans un pays en guerre? Les localités qui sont menacées, parce qu'on nous a interdit de dire que c'est occupé, qui sont menacées par les rebelles, vous avez l'impression que les Congolais qui sont là-bas ont la conscience de la guerre? Moi, je regarde un peu. Hein. J'ai de la famille de l'autre côté, j'appelle. J'ai pas vraiment l'impression que les gens sont dans un état comme les Gazaouis, par exemple. J'ai pas l'impression que les gens vivent dans un état de peur comme vivraient les populations soumises à la guerre. Donc c'est extrêmement dangereux. Et c'est sur base de ces indicateurs-là que je commence à me dire que si on ne fait pas attention, on est parti pour encore 30 ans. Parce qu'il y a des actions similaires, Monsieur Eli. Est-ce qu'il faudrait craindre des menaces à l'avenir pour Kinshasa? Oui, c'est possible. Il faut craindre les menaces à l'avenir pour Kinshasa. Je crois qu'à cette allure-là d'avancer, qui deviennent de plus en plus faciles, parce que la M23 risque de suffisamment avancer, et il faut craindre. Il faut craindre notamment parce que ce ne sera pas la première fois. En 1997, on a eu une arrivée de rebelles en plein Kinshasa. Et ce n'est pas la première fois. Et depuis, on n'a pas fait d'effort pour reformer l'armée non plus. Et aujourd'hui, non seulement on est en train de perdre des batailles, mais nous perdons en même temps notre artillerie militaire. Donc j'ai peur qu'on en arrive là, parce que si on en arrive, ça sera une répétition de l'histoire, mais alors fatale. Alors aujourd'hui, il faut carrément laisser place à la démarche des églises catholiques et protestantes avec ce projet pacte social pour la paix et le bien vivre, question d'éviter que les pires n'arrivent. Si on considère que c'est un faute de mieux, oui. Mais moi, je pense qu'il y a une autre solution. Laquelle? Je pense que le président de la République ou le régime en place peut encore trouver des alliances au niveau africain dans les sens, parce qu'aujourd'hui on va se le dire, hein, la solution n'est pas claire, clairement n'est pas militaire. Mais est-ce que vous, s'il vous plaît monsieur Eli, vous pensez qu'un autre État va vraiment se battre? Là on parle sur l'aspect militaire. Pas militaire. Ok. Non, militaire c'est mort. La solution c'est pas militaire. La solution c'est dans le pourparler. Mais le problème c'est pas seulement le pourparler, c'est comment on va parler. Il ne faut pas qu'on parle dans un format de Sun City. Et moi, j'ai peur que la démarche de prêtre soit une démarche de dialogue inter-congolais. Je ne critique pas. Je me mets à la place de prêtre. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à offrir? Tu vois, je ne critique pas.
mais je regarde, je vois, c'est au regard de l'histoire que j'ai peur qu'on refasse l'erreur on a faite en 2002. Moi, je pense, je vais vous donner un petit schéma, peut-être que les gens du pouvoir vont suivre et puis vont avoir peut-être la pertinence de l'améliorer. Aujourd'hui, si on va dans un processus de négociation qui va nous permettre d'avoir, par exemple, une force militaire tampon, question d'empêcher d'abord l'avancée de rebelles, et que nous donnons du temps pour organiser le reste de territoires qui ne sont pas occupés, je crois qu'on peut arriver à une situation où on dialogue évidemment, mais dans des conditions qui permettent à ce que l'État s'organise entre-temps pour une riposte. Parce que si on va dans un dialogue du type Sun City intercongolais, on va sortir de l'ordre constitutionnel. Et si on sort de l'ordre constitutionnel, téné, ça veut dire que le pouvoir qui va être partagé sera profitable aux seuls partis politiques et aux individus. Et on va aller aux élections non crédibles, non libres, qui vont à nouveau produire de l'illégitimité politique, des institutions instables, parce qu'on va rentrer dans des combines compliquées. Entre-temps, le Rwanda va déployer son agenda en gardant la main sur le commandement militaire de tous les Kivu. Et si jamais, au moment où nous allons commencer à nous organiser, il y aura encore défection, comme ça s'est fait en 2009, de l'armée, et on va créer une autre rébellion qui va venir avec le même narratif. Parce que je rappelle, l'objectif dans cette guerre pour le Rwanda, c'est de maintenir la RDC dans un état d'ingouvernabilité qui est un argument commercial pour lui. Tous les contrats qu'il a aujourd'hui, c'est au nom de notre manque de sérieux institutionnel qui fait que voilà, aujourd'hui, telle personne vient acheter chez lui, telle voir qu'ils ont échoué avec Kabila le Père. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser Nanga. Prochainement, comme vous venez de le dire là, ils peuvent trouver quelqu'un d'autre qui essayent de déstabiliser. Tout à fait. Moi, je vais dire ce que je pense. Je ne pense pas que la prétention de Kigali soit de prendre Kinshasa en termes, oui, on va mettre un Rwandais à la tête. Non, je pense pas. Ça sera trop flagrant de toute façon. Et ils n'ont pas la logistique pour contrôler la RDC. La RDC est énorme. Hein. Ouais. Ils peuvent pas le faire. Le problème, c'est juste de trouver un moyen d'infiltrer l'élite, à la fois politique et militaire. Question de ne pas permettre à la RDC d'avoir une gouvernance sérieuse. Et ça commence pas aujourd'hui. Ça commence depuis 1885. Parce qu'ils se verront empêchés d'exploiter illicitement. Tout justement. Ça veut dire quoi? L'organisation d'un État congolais, les sérieux en République démocratique du Congo, c'est la mort des affaires, la mort de tous les partenariats que le Rwanda trouve au nom de notre manque de sérieux. Et eux, ils ont intérêt qu'on reste dans cet état-là. Ils ont intérêt qu'on ait des dirigeants faibles, ils ont intérêt qu'on ait une élite distraite, ils ont intérêt qu'on ait des gens qui s'occupent de tout sauf de l'État, parce qu'au nom de ça, eux vont aller chercher des partenaires. Vous comprenez? Eux vont aller chercher des gens qui viendront investir chez eux, mais avec l'idée du marché congolais. Parce que nous sommes très nombreux, parce que nous avons de la ressource, parce que. Mais comme on n'est pas organisé, comme on vit totalement de la corruption, comme on a un état discontinu. Regardez aujourd'hui, par exemple, toutes les banques qui fonctionnaient au nord et au sud qui ont arrêté. Vous pensez que ces gens-là auront encore, la confiance de venir réinvestir dans un état où le lendemain tout peut partir en vrille? Vous vous rendez compte qu'en 2019, on était bien. Personne ne pouvait penser que dans 5-6 ans, on aurait une guerre à cette ampleur-là. Exactement. Vous comprenez? Et c'est ça l'image qu'on a à l'international. La solution peut aussi être une plainte au niveau de la CPI. Oui, mais ça va servir à quoi? Comme je venais de vous dire, on peut arrêter, la CPI va arrêter Kagame. Mais après, c'est lui qui viendra après. Le temps de se préparer ici, le temps d'organiser justement l'État, l'État de tout remettre en place.
la CPI peut s'en occuper. Le Congo va s'organiser en interne ici. Je veux bien que vous compreniez mon propos. Mon propos est à deux niveaux. D'abord, j'ai déballé ici tout ce qu'il faut qu'on fasse pour le long terme. Il faut une élite politique sérieuse qui prend la mesure de la situation, qui pose un bon diagnostic, pas des propos propagandistes simplement. Le fait de dire « Ah oui, nous subissons un complot international », ce n'est pas suffisant. Si on subit un complot international, il faut en trouver les éléments attestants. Ça veut dire « Ah voilà, on subit un complot international pour ça, pour ça, pour ça, pour ça ». On pose un bon diagnostic, on prépare, on a une élite qui se prépare, qui a une vision politique, on plonge le Congo dans une vision politique des 30-40 ans. D'accord? De sorte à ce que d'ici 30 ans, on ait prouvé que voilà, nous sommes un État qui fonctionne. Regardez, depuis 30 ans, regardez l'évolution qu'on a fait, regardez les sérieux qu'on a mis, les taux de la corruption étaient de ça, on a baissé ça à ceci, regardez. Tu vois. Donc prendre conscience de sa responsabilité d'abord étant qu'État. Investir dans l'État, dans l'objectif de changer notre image à l'international. Tant qu'on ne change pas ça, on n'aura aucun soutien. Ça, c'est le premier. Le deux, c'est qu'on a, pour l'instant, besoin de la paix. Il faut trouver un moyen d'avoir le retrait des troupes. Et moi, je pense, il y a deux moyens. Il y a ce que le prêtre propose. On peut obtenir le retrait des troupes avec la conséquence que nous serons infiltrés, avec la conséquence que... Voilà, nous serons infiltrés une fois de plus, avec la conséquence que l'agenda rwandais sera déployé à 100%. Parce que les M23 que vous voyez là aujourd'hui, demain quand il y aura le calme, ils vont faire défection. Ils vont revenir. Cette stratégie est connue. Ça fait des années, des dizaines d'années qu'on vit la même chose. Ne pensez pas qu'ils sont là, on va leur donner ce qu'ils veulent, après ils vont se calmer. Non, ils vont revenir. Parce qu'il a besoin de ça. La deuxième, c'est de trouver un moyen d'avoir des alliances dans la sous-région, faire venir une force, une réelle force tampon, qui va permettre à ce que l'avancée de rebelles soit d'abord arrêtée, et à l'interne, les régimes peuvent faire un dialogue à l'interne avec les autres partis politiques, on fait un gouvernement d'urgence, d'union nationale, tout ce que vous voulez, on s'organise, très rapidement, on forme l'armée, parce qu'on peut, vous savez, moi je vais vous dire, en 6 mois, 1 année, on peut former une armée qui peut combattre. On a des bases militaires capables de le faire. Vous comprenez? La question, c'est de mettre du sérieux dans le financement de ces formations-là. Parce que c'est là où les bas blessent. Les présidents peuvent faire un gouvernement d'union nationale. On appelle tous ses frères, parce qu'on est en état de guerre. Il faut qu'ils rassemblent. Il faut qu'ils sortent d'abord de tous les discours qui divisent. Des accusations qui, à mon avis, ne nous aident en rien. Il appelle tout le monde, on s'organise, pendant qu'on a la force tampon qui nous permet... En effet, on va relancer un processus de dialogue, mais qui nous permet de gagner du temps. Pendant que nous en dialogue, nous on forme nos gens, nous on met du sérieux dans ça, on organise l'État, on fait ceci, on se prépare pour les bonnes élections les années qui viennent, et ensuite, après les dialogues, on attaque, on se libère. Quand on se libère, on s'est dit, ok, maintenant qu'on s'est libéré, il faut organiser l'État. On se donne 20-30 ans, on fait fonctionner correctement un État, et puis on améliore notre image au niveau international. Je vous fais les paris que le même que nous accusons aujourd'hui de ne pas nous aimer, ils vont venir coopérer avec nous. Ils vont venir le faire. La raison de tout ce que nous subissons, c'est d'abord notre manque de sérieux en tant que peuple. C'est d'abord l'incapacité que nous avons à produire une élite responsable. Quand vous vivez dans un pays où la corruption bat son plein, vous vivez dans un pays où les institutions ne sont pas continues et stables, il n'y a aucun État sérieux qui va venir discuter avec vous. Il n'y a aucun partenaire financier sérieux qui va venir faire les affaires avec vous. C'est comme ça. Partout dans le monde, c'est comme ça. Ce n'est pas une question, on n'aime pas la tête des Congolais ou on aime la tête des Rwandais. Le gouvernement a déjà commencé, en ce sens, on va dire d'une certaine façon, à voir l'annonce du VPM de transport, Jean-Pierre Mbimba, qui fait un appel aux gradués licenciés, oui, mais diplômés d'État, rejoindre l'armée. Les VPM fait un appel dans le sens où il espère qu'on va combattre. On ne pourra pas combattre tout de suite. Moi, je comprends. Si il est dans la logique d'appeler les gens, de les mettre dans des bases militaires pour les former, je suis totalement d'accord avec lui. Je suis totalement d'accord avec lui, à la seule condition qu'on mette les sérieux. Vous savez, les scandales de mercenaires, normalement, dans un pays sérieux, c'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison. Les scandales... Ils ont déposé les armes sans
Sans plaignant comme le disent les Quinois. Mais ils ne pouvaient pas se battre. Ces gens-là sont des citoyens français. Ils ont des nationalités françaises. À l'Union européenne, les mercenariats est interdit. Tu peux pas... Ils sont venus ici avec un contrat d'instructeur. Tu peux pas amener les mercenaires au combat. Dès qu'ils rentrent chez eux, ils sont condamnés. C'est interdit. Moi, je comprends pas. Ils ne pouvaient pas se battre. Ils ne pouvaient pas se battre. C'était impossible pour eux qu'ils se battent. Parce que dans leur pays, dans l'espace européen, les mercenariats est interdit. On dirait qu'il y a un problème de diagnostic également. Le problème est mal posé. Mais bien sûr. Les mauvaises solutions. Mais moi, j'ai envie de dire, nous aussi, les médias, on laisse passer tout quand même. Quand on dit, non, les mercenaires, ils pouvaient... Moi, je prenais un spécialiste de la question, n'importe qui. Ces gens-là ne pouvaient pas se battre. Parce qu'aussitôt ils se battent, quand ils rentrent chez eux, ils sont condamnés. Allez voir, ils ne pouvaient pas se battre. Mais, comme dans les narratifs, on veut trouver des boucs émissaires parce que ça soulage un peu. Mais on n'est plus à ce niveau-là. Il faut quitter l'état émotionnel. Dans l'affaire. Pas du tout. C'est pas eux le responsable. La responsabilité incombe à des responsables, je sais pas moi, politiques ou militaires, qui ont pris tout l'argent de l'armée et ont mis là-bas. Sans comprendre que ces gens-là ne pouvaient pas se battre. Alors que le FARDC, si. Ah oui, alors que le FARDC, si. Vous comprenez? Les problèmes, c'est qu'on est dans un état émotionnel, dans la gestion de l'état. Et ça, c'est embryonnaire. Vous comprenez? C'est moyenâgeux de penser comme ça. L'État n'a pas d'émotion. L'État, c'est un être froid qui regarde les choses dans le sens de l'intérêt général. Vous savez, quand vous avez l'intérêt général, la seule possibilité que vous avez, c'est de faire le choix du moindre mal. C'est lui qui a pris tous les millions mobilisés pour l'armée à mis sur le mercenaire. C'est celui-là le responsable de l'échec militaire. Mais voir qu'ils ne sont même pas condamnés, ils ne sont pas pointés du doigt. Puisqu'on a dit que les mercenaires ont fui. Non, les mercenaires ne pouvaient pas fuir. C'était des instructeurs. Ils n'étaient pas venus pour se battre. Est-ce que le peuple peut encore aujourd'hui espérer à ses dirigeants? Croire que s'ils sont de personnes... Mais ces dirigeants, ils viennent du peuple au même moment. Ces dirigeants, ils viennent du peuple. Comprenez que moi, j'évite les discours de responsabiliser les uns et de dédouaner les autres. Moi, je mets la responsabilité collective. Je sais qu'on ne fait pas de la politique avec ça. Heureusement, je ne suis pas politique. J'essaie de réfléchir tout petit peu. Je mets la responsabilité collective. Évidemment que la grande part de la responsabilité revient à l'élite. Parce que c'est elle qui a la vision qui doit... derrière laquelle le peuple traîne. Mais quand il faut parler, s'il faut ouvrir la brèche des élections chaotiques, la population ou le peuple, comment le peuple va se dire que oui, je me reconnais avoir élu ou mis en place des dirigeants? Déjà, pourquoi on vote des gens qui ne proposent rien? On a été à l'élection 2023. Et on sait comment le processus s'est passé. Oui. Le peuple peut se dire que moi je ne les ai pas. Le peuple peut se dédouaner. Vous avez lu... Il y a eu des machines qui ont circulé. Vous avez lu les programmes des candidats. D'accord? Quel est le programme qui vous a séduit en disant ah oui, les 5 prochaines années, ça sera un État? La refondation, par exemple. La refondation du Congo. Oui, on peut en discuter. Détaillé. On peut en discuter. Secteur par secteur après secteur. Moi, j'ai apprécié les efforts de chiffres et tout ça. Mais moi, j'ai eu beaucoup de réserves vis-à-vis de ce projet. Peut-être pour des raisons propres. Vous comprenez? Le problème, c'est à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'on a une responsabilité collective en tant que peuple dans notre façon de nous concevoir, dans notre façon de définir notre destinée. Mais je le disais, c'est parce qu'au lendemain de l'indépendance, en fait, les pères de l'indépendance n'ont pas compris qu'il fallait créer une nation qui devrait s'approprier la géographie que nous venions d'hériter et une nation qui devrait pondre un État qui a pour seul objectif la puissance. Parce que c'est ça le seul objectif d'existence de l'État congolais. Mais on a loupé cette occasion de le faire. Mobutu a essayé de le faire, mais après... C'était quelqu'un quand même qui avait un sens de l'État discutable. Et ensuite, vous savez ce qui s'est passé. On est resté dans ces chaos-là. Ça fait 65 ans qu'on vit les mêmes choses. Moi, je vous dis, hein, vous sortez le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, il faudrait attendre 2028
Après, on va parler du fin du mandat du président Félix Tshisekedi pour commencer à réfléchir ou espérer. Il faut commencer à le faire maintenant. Moi, j'appelle la nouvelle classe politique, ceux qui ont les ambitions. Moi, j'en vois beaucoup qui passent sur vos plateaux ici. En concomitance avec ceux qui sont au pouvoir. Oui. Il faut, parce que de toute façon, tous les jeunes que vous recevez ici, c'est eux qui vont diriger le pays dans les années qui viennent. Prendre en compte ce qui viendra de toi, ou tu te retrouveras dans une position où petit, tu n'as pas d'expérience et tout, voilà. Bon, moi je parle pas de vieux. Parce que je considère... Non, pas le vieux, dans l'exercice, dans le sens où tu es jeune, mais tu as eu la chance de diriger avant. Oui. De te retrouver dans des postes de décision bien avant. Donc pour la nouvelle classe qui va venir, il y aura peut-être ce problème-là d'expérience, selon ceux qui sont là, déjà sur des postes. Non, pas que selon ceux qui sont là, selon les faits. La classe qui arrive n'est pas préparée, on va pas se mentir. N'est pas préparée à la gestion de l'État. On n'a pas, notre génération, on n'a pas fait des bonnes études, parce qu'on n'a pas des universités, des bonnes universités, on n'a pas des bonnes infrastructures dans le domaine de l'éducation. Beaucoup d'entre nous font partie des partis politiques qui ne forment personne. Ça ne changera pas d'ici là. Mais c'est ce que je vous dis. Oui. Ça veut dire que s'il n'y a pas une petite masse critique qui prend qui prend la conscience de se dire il faut absolument tout chambouler et tout recommencer. Des revendications. Non, pas des revendications, de l'action. C'est-à-dire il faut une petite élite qui comprend et qui doit agir en influençant les autres. Parce que ce qui va arriver si on ne fait pas attention, si on reste dans ces discours-là comme quoi, oui, nous vivons le complot au niveau international, oui, on nous aime pas et tout, on va revenir ici 30 ans après, ça sera peut-être plus le Rwanda qui nous inquiétera, mais on viendra dire, ah oui, les Angolais, ils nous aiment pas. Ah, l'Angola, partenaire privilégié de l'Europe, des États-Unis. C'est pourquoi ils nous font la guerre. Parce que cette guerre-là, c'est les multinationales, les compagnies. Les multinationales n'ont pas d'État. Ils n'ont pas d'État d'âme. Ils ont que des intérêts. Alors, si vous êtes organisé à servir les intérêts des uns et des autres, les gens vont venir. Aujourd'hui, ils vont au Rwanda parce que le Rwanda fait ça. Demain, si c'est un autre État qui offre ça, ils vont y aller. C'est comme ça. Et nous, on a intérêt... Ça ne serait pas eux qui ont choisi le Rwanda étant plus proche de Goma? Le Rwanda a eu une élite qui s'est organisée comme il s'est organisé. Et, il a trouvé le moyen de mettre un État qui fonctionne en place en si peu de temps. Peut-être parce que c'est un petit pays. Et il a attiré tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez? Ou parce qu'ils l'ont façonné, vous l'avez vous-même dit. Ils l'ont façonné comment? Un petit État, ils l'ont façonné. Comment? Des partenariats, justement. Ils ont créé leur monstre, je veux le dire ainsi. Nous aussi, on a des partenariats. Et voilà. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez que l'année dernière, entre 2022 ou 2023, nous avons reçu de l'aide au développement plus que le Rwanda, de la part des États-Unis. Vous le savez? Nous avons été à hauteur, je crois, de 800 et quelques millions de dollars d'aide au développement, plus que le Rwanda. Vous prenez l'aide au développement venue de l'Union européenne, c'est plus que ce que le Rwanda a reçu. Nous, qu'est-ce qu'on en a fait? Il faut à un moment donné sortir de ces narratifs de l'enfer c'est l'autre. Le Rwanda est ce qu'il est, je ne les aime pas, c'est pas ça la question. C'est que c'est un État qui menace les intérêts du mien, je vois comment je fais pour me défendre. Je ne serai pas là à dire, oui, mais bon, ok, admettons. La communauté internationale, l'Europe, les États-Unis ont créé le Rwanda. Et alors? Puisqu'ils ont créé le Rwanda, nous, on va être là à faire quoi? À se plaindre? Pas à pleurnicher. À pleurnicher? Bah non, ils ont créé le Rwanda, ok. Qui peut nous créer? Alors chercher qui peut nous créer. Ou créons-nous nous-mêmes. Ou créons-nous nous-mêmes. On va faire face à ces gens-là. Encore que la réalité, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Quand Donald Trump décide d'arrêter l'aide au développement, le Rwanda souffre autant que nous. Vous savez que l'aide au développement américain, même la Chine le reçoit. Même la Russie la reçoit. Et ils en font des choses pour avancer. Nous, on en fait quoi? On a des ONG ici qu'on ne nous dit même pas, qui détournent à longueur de journée cet argent. Qu'est-ce qu'on en fait? On a des gens qui vivent, qui sont très très riches dans ces pays parce qu'ils détournent de l'argent de l'aide. Qu'est-ce qu'on en fait?
Quel est les partenariats qu'on a été chercher qui nous a été refusé au nom du fait que nous sommes des Congolais? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, là, les partenaires privilégiés en matière minière, c'est la Chine. Comment est orienté cet argent, tout cet argent qu'on gagne? Comment est politiquement orienté cet argent? Qu'est-ce que ça fait exactement? Quelle est la traçabilité de cet argent? Mais la Chine fait la même chose avec le Rwanda. Mais vous voyez ce que le Rwanda fait avec. C'est ça le problème. Le problème, c'est que nous ne nous constituons pas à un État sérieux. Nous ne sommes pas sérieux avec nous-mêmes. La politique aujourd'hui au Congo est réduite à l'espace de l'intérêt personnel. Et ça, c'est très, très dangereux. Ça veut dire, demain, si j'ai une parcelle de pouvoir, je vais aller voir, ah, Madame Tania, excellente journaliste, mais elle n'a pas fait de la diplomatie, je te nomme ambassadrice quelque part. C'est ça le problème. Je vais aller voir, ah, tel, mon ami, ah, mais toi, tu es architecte. Mais écoute, tu peux aussi faire ceci, hein. Tu vas là-bas. Ah, je vois un autre ami. Ah, toi, ah non, toi, c'est toi qui vas commencer à acheter toutes les armes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous tuez l'État. En très peu de temps, on est passé d'un pays tout petit peu existant à un pays totalement non existant. Il faut mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Tout justement. Il faut mettre les sérieux qu'il faut. Il faut mettre la formation qu'il faut. Et moi, je vous dis, si on fait ça, on a l'occasion de le faire. Parce que la transition qui arrive, c'est vrai. Idéalement, j'aurais aimé qu'on n'en arrive pas là, mais on y est. La transition qui arrive doit être le moyen, doit être comment dire, l'onde de choc qui va réveiller l'élite congolaise à se préparer, à laisser un État qui fonctionne. Le problème, c'est juste l'État qui fonctionne. Battons-nous pour avoir une administration publique qui fonctionne. Battons-nous pour avoir les institutions qui fonctionnent. Quand je dis fonctionne, ça veut dire ça fait correctement son travail. Et puis, vous allez voir, au bout de 20, 30 ans, vous-même, vous allez voir les miracles qui vont venir. Vous-même, vous allez vous rendre compte que c'est le même Congo là qui va aller attraper des contrats partout. C'est le même Congo qui va être, comment dire, étouffé par la présence des multinationales tellement ils veulent venir investir. Mais tant on reste sur une politique de surface, de faire le beau, de l'émotion, de communiquer, de se dresser les uns contre les autres, de détourner, bah, ça fera que les États comme le Rwanda vont aller partout au monde pour dire, écoute, t'es Elon Musk, tu veux acheter du coltan? Au Congo là-bas, tu ne pourras pas. Il y a la guerre, il y a l'instabilité, il y a la corruption. Mais regarde chez moi, je peux aller, j'ai des gens qui vont venir, j'ai des raffineries, les Chinois vont venir raffiner chez moi, tu vas acheter. Et Elon Musk, il ne regarde pas le Congolais, il ne regarde pas le Rwandais, il regarde la sécurité de son investissement. C'est tout. Très bien. Et s'il faut qu'il paye beaucoup d'argent à Kagame pour avoir ce qu'il veut en sécurité, il va le faire. C'est pas parce que vous êtes des Congolais que lui va dire, ah non, tu vois, toi tu tues là-bas. Non, non, non. Et aussi, il faut sortir de l'illusion que nous ne pouvons vivre que des matières premières. Ça, c'est vraiment un fantasme africain, ça. Ça fait 1 an que Apple n'achète pas les minerais congolais. Ça n'a pas arrêté de produire des téléphones. Vous savez pourquoi? Parce que dans un iPhone que tu achètes à 1000 $, la valeur des minerais qui sont là équivaut à 1 $. Ce qui veut dire que les affaires sont probablement ailleurs. Les affaires sont dans la compétence, les nouvelles technologies, l'agriculture. Organisons-nous. Tant que si vous avez un État sérieux, c'est l'État qui vous permet de comprendre ce genre de choses. Ce qu'on vient de traverser, voilà, ce qu'on vient de traverser ici avec la guerre, j'ai pas envie de commenter ça, mais c'est excessivement grave. Les erreurs que l'élite politique a commises pendant cette petite période d'agression, c'est excessivement grave. C'est excessivement grave. J'ai pas envie de le dire à la télé. Mais non, mais il faut qu'ils savent quelles sont ces erreurs pour en tirer de conséquences. La nudité de notre État est vue par tout le monde. Tous les services de l'État sont morts. Vous comprenez? Tous les services de l'État sont morts. Et ça, c'est très, très, très grave. Aucun analyste ne va dire que le Congo, c'est un État où tu peux venir investir en sécurité. Ça n'existe pas. Mais nous avons la chance, on a toujours l'opportunité de se recréer. Comme je disais, si on veut dialoguer, il faut absolument éviter
les formats de Sun City, parce que ça va nous faire sortir de l'ordre constitutionnel qui est déjà un acquis. Moi, j'ai pas envie de perdre ça, qui est déjà un acquis. Les élections se passent mal, oui, mais on va d'amélioration en amélioration. Il faut qu'on garde ces schémas-là, d'avoir les dirigeants que par les élections. Cette allure démocratique, il faut absolument le garder. Et ça, pour le faire, les régimes doivent comprendre que la première des prérogatives, c'est d'abord arriver à avoir une force tampon dans notre territoire qui doit arrêter l'évolution de rebelles. Ensuite, on va aller dialoguer, mais dans les conditions de rester sur l'ordre constitutionnel. C'est comme ça que moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui appellent à la démission du président de la République. C'est vrai, il a eu beaucoup d'erreurs, mais aujourd'hui, il représente cet ordre constitutionnel-là. Vous comprenez? Faisons en sorte que l'État existe, que nous continuions et que nous ayons les élections. Même si on va avoir les élections anticipées, ce n'est pas le problème, mais qu'on ait des élections. Que la nouvelle jeunesse qui va venir ait l'opportunité de convaincre par un discours. Que les gens n'arrivent pas là parce que bon, il est membre de tel parti, à l'état de la guerre. Les quotas, non, les quotas, non. Ça va nous ramener en arrière. Merci. Et on sait que quand on gouverne par les quotas, on s'en met juste plein les poches pour préparer les élections prochaines qui vont être contestées. On va revenir sur la même chose et on n'avancera aucunement. Très bien. La responsabilité, comme je le dis encore, c'est à l'élite congolaise, au peuple congolais. Si on ne se construit pas en tant qu'un État sérieux, Madame Tania, aujourd'hui on accuse le Rwanda, demain on va accuser la Tanzanie, le lendemain on va accuser l'Afrique du Sud, l'autre jour on va accuser l'Angola, parce que tous les voisins ont compris que tant que l'éléphant congolais reste à terre, on peut venir lui arracher les bouts de chair pour aller manger. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, il est d'abord africain. Il faut sortir de cette histoire de complot international. Ça peut exister, mais c'est très loin. L'enjeu, il est d'abord africain. Construisons-nous comme des Africains sérieux et permettons-nous d'avoir les institutions qui fonctionnent pour aller chercher les partenariats sérieux. C'est la seule solution. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Elie Mondonga, les mêmes causes produisent les mêmes effets. En effet. Alors, cette émission est pratiquement terminée. Nous avons eu 1 heure du temps d'échange. C'est passé vite. Oui, c'est passé vite. Mais moi, je ne me suis pas rendu compte. On n'a même pas abordé toutes les thématiques. Alors, j'espère que les téléspectateurs nous excusera. Oui. Et je crois que dans les prochains jours, on aura le temps de revenir là-dessus. Je reviendrai avec plaisir. L'actualité est très, très, très abondante. Alors, merci pour vos différentes analyses pertinentes comme toujours. Merci. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est appeler à la cohésion nationale. Je sais qu'on a beaucoup de raisons de nous diviser. Les raisons sont multiples. Il y a eu beaucoup de frustrations. En tout cas, je condamne énormément la légèreté dans la gestion de la République de ces régimes, mais j'appelle à la cohésion nationale parce que c'est le seul moyen que nous avons de nous en sortir. Ce que nous subissons, ce n'est pas une guerre contre tel ou contre tel. C'est une guerre contre le Congo. C'est une guerre contre la stabilité du Congo. Donc la stabilité du Congo est une question de tous. Que les acteurs politiques se retrouvent. Que le président de la République soit plus souple que rigide. Qu'il rassemble. Qu'il appelle tous les autres autour d'une table. Qu'il discute. Qu'il lève les options pour sauver le Congo. Très cher président de la République, ne voyez pas que votre survie politique. Voyez comment vous pouvez sortir par la grande porte de l'histoire. Rassemblez, arrêtez d'accuser les gens, arrêtez de diviser, parce que ça profite absolument à l'ennemi qui veut nous voir dans cet état-là. Et à l'opposition également, ne pensez pas que le M23, c'est la solution. Aucunement. Le M23, c'est... on va nous remettre dans la tragédie de l'histoire. Et moi, j'appelle encore une fois le peuple congolais à la vigilance. Soyons très vigilants, suivons l'actualité et refusons l'occupation des rebelles. Quoi qu'il en soit, même s'ils nous mettent dans la peur, refusons. Témoignons à la face du monde qu'on n'est pas d'accord. Aussi longtemps qu'on ne témoigne pas qu'on n'est pas d'accord, ça va être difficile que les gens nous prennent au sérieux. Voilà ce que je peux dire à la fin, Madame Tania, mais je reviendrai, si vous voulez, très rapidement, peut-être pour parler un peu en long et en large des questions sécuritaires. Excusez-moi, j'ai été un peu très philosophique, mais je tenais à passer ces messages-là. Merci beaucoup. Monsieur Elie Mondonga, le message est clairement passé.
aux Congolais d'en prendre en compte et de mettre cela en application. Alors, merci également à vous, fidèles téléspectateurs du magazine CML chez vous. Merci de rester branchés aux antennes de CML 13 Télévision. Merci à la grande équipe technique de CML 13. Cette émission est complètement terminée. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne. Merci, au revoir. À très bientôt.